troisième type, les grands entretiens d'Ouzbek Erika. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Blaise Mao, le rédacteur en chef d'Ouzbek Erika, le média qui explore le futur. Le 8 juin dernier, lors de la journée mondiale de l'océan, le Muséum d'histoire naturelle organisait la deuxième édition de son nouveau rendez-vous, les Tribunes du Muséum, en partenariat avec Ouzbek Erika. Et dans ce cadre, j'ai eu le plaisir d'animer un podcast sur le thème « Urgence climatique et pollution plastique, comment sauver l'océan ?» Une émission qui a permis de faire l'état de la science sur deux périls majeurs pour l'océan, l'un très visible, très médiatisé, la pollution plastique, et un autre moins visible mais tout aussi vicieux et problématique, le réchauffement climatique et ses conséquences, notamment la montée du niveau des mers et leur acidification. Je vous laisse découvrir tout de suite ces échanges. Bonne écoute. Bonjour à tous les quatre, merci donc de nous accueillir, merci le Muséum de nous accueillir dans cet auditorium. On va parler donc aujourd'hui de changement climatique et de pollution plastique appliquée à l'océan. Quelques chiffres juste pour poser le cadre de cette discussion. L'humanité vient de vivre les 4 années les plus chaudes jamais enregistrées d'après l'Organisation météorologique mondiale. Je continue sur les affirmations et les données chiffrées puisqu'on en a eu déjà un paquet tout à l'heure. Une autre étude publiée début janvier dans la revue Science nous dit que la chaleur accumulée par l'océan, donc ce qu'on appelle le contenu thermique de l'océan, a grimpé 2 fois plus vite que ce qu'avait calculé le GIEC dans son rapport de 2013. Autrement dit, le réchauffement de l'océan a été revu à la hausse par la communauté scientifique. Et concernant le plastique, 2 chiffres spectaculaires et d'actualité à retenir. 359 millions de tonnes, c'est le montant de la production mondiale de plastique en 2018, en hausse de 3,2% par rapport à l'année précédente. Et 8 millions de tonnes de déchets plastiques qui finissent dans l'océan chaque année, tuant, selon les estimations, 100 000 mammifères marins et 1 million d'oiseaux par an. On va évidemment recreuser ces questions-là, apporter des précisions. Donc comment mieux comprendre l'impact du changement climatique sur l'océan ? Comment lutter contre la plastification des océans ? Quel rôle la recherche peut-elle jouer dans la conception et la mise en œuvre de solutions innovantes ? Bref, comment préserver au mieux l'océan de ce double péril, changement climatique et pollution plastique, qui ne recouvrent pas forcément les mêmes enjeux. Ces questions, on va en discuter avec nos 4 invités. Éric Guiliardi, vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire d'océanographie et du climat. Et à l'université de Reading en Angleterre, spécialiste des échanges océan-atmosphère et du rôle de l'océan dans le climat. Vous étudiez en particulier le phénomène El Niño et son évolution à venir. Vous avez publié plusieurs ouvrages, dont un qui s'appelle « Océan et climat, quel avenir ?» aux éditions du Pommier. À vos côtés, Nathalie Morata, qui est océanographe, biologiste de formation. Vous avez étudié l'impact du changement climatique sur les écosystèmes marins arctiques et aujourd'hui, vous êtes médiatrice scientifique à l'Office for Climate Education, l'OCE, fondation qui promeut l'éducation au changement climatique, notamment auprès des enfants de 9 à 15 ans. On va en reparler de ce travail et de ce besoin de médiateurs scientifiques. Diane Beaumenet-Johannet à vos côtés, juriste en droit de l'environnement. Vous travaillez depuis 4 ans chez Surfrider Foundation Europe, comme l'indique votre t-shirt. Une association donc de protection de l'océan, du littoral et de ses usagers. Vous êtes responsable de campagne pour lutter contre les déchets plastiques. Vous travaillez également à la mise en œuvre d'un cadre législatif favorable à la transition écologique et à l'économie circulaire dans une optique de réduction des déchets et de préservation du milieu marin. Et puis Luc Averrouz, vous êtes professeur à l'Université de Strasbourg, expert dans ce qu'on appelle les 3 B, bioplastique, biopolymère et biomatériaux, même si le terme de biomatériaux, on en parlait tout à l'heure, est contestable, on va en reparler. Vos principaux projets de recherche portent sur les polymères biosourcés et les polymères biodégradables pour des applications environnementales et médicales. On va commencer pendant les 10 premières minutes à parler vraiment de la question changement climatique, après du plastique. Sur le changement climatique, Éric Guiliardi, je voulais vous faire réagir à ce chiffre qu'on a vu tout à l'heure dans l'étude qui a été pilotée par le Muséum. Je vous le redonne, 9% des gens qui considèrent que le réchauffement, changement climatique est une des menaces qui pèsent le plus pour l'océan. C'est un chiffre qui est finalement assez faible par rapport à d'autres menaces. On a vu notamment les menaces de pollution chimique, la question des marées noires qui a peut-être plus d'impact dans l'opinion. Comment vous interprétez ce chiffre de 9% seulement, entre guillemets ? Pour une raison qu'on est, d'abord je pense essentiellement
terrien et même citadin de plus en plus, donc loin de l'océan. Donc de connaître l'océan et connaître les menaces qui pèsent sur l'océan, ça ne va pas de soi. Et c'est vrai que c'est important du coup d'avoir des passeurs, des gens qui vont faire ce relais. Je voudrais saluer ce que fait le muséum pendant ces journées. Maintenant, effectivement, l'océan est un rouage essentiel de la machine climatique, puisqu'il est à la fois la mémoire. On a vu, comme vous le disiez tout à l'heure à l'instant, les 2 premiers mètres de l'océan contiennent autant d'énergie que toute la colonne atmosphérique. Il fait 3800 mètres en moyenne. Donc on voit toute l'inertie du climat est dans l'océan. Et donc ça va jouer un rôle de régulateur, mais aussi ça va participer aux variations lentes du climat, et en particulier du réchauffement climatique. Donc l'océan, il est à la fois acteur du réchauffement climatique, mais aussi il en subit les conséquences. Et on a peut-être du mal à se rendre compte de l'impact d'1 ou 2 degrés de réchauffement sur l'océan. En discutant, souvent, on prend cette analogie. Pour un petit bébé, un enfant, on sait qu'1 degré de température de plus, ça change tout. Si on passe de 37 à 38, 38,5. Prenons l'océan. Est-ce que l'impact est le même? Est-ce que ça change tout? Alors, est-ce que ça change beaucoup, 1 degré de plus ou 2 degrés de plus? Oui, l'analogie est bonne. Effectivement, aujourd'hui, on est à plus 1 degré depuis 1850. Donc, je rappelle pour tous les gens ici que le climat s'est réchauffé du fait des émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité humaine, essentiellement le CO2, mais aussi le méthane, la déforestation par ailleurs. Donc plus 1 degré, c'est comme si on avait 38. Donc on peut se dire 38, c'est gérable, on gère le risque. Alors pour un petit bébé, ça sera plus difficile. Pour un adulte, 38, on peut décider d'aller au travail. Quand on parle que l'accord de Paris vise 2 degrés, plus 2 degrés, c'est 39 de fièvre. Là, le risque est plus élevé. Là, même les adultes vont peut-être faire le choix de rester chez eux, de prendre une aspirine. Alors, si on ne fait rien dans le scénario du laisser-faire, qui, je vous rappelle, on suit la trajectoire en ce moment, depuis longtemps, plus 4 degrés, pour votre température à vous, c'est 41 degrés. Si vous êtes encore en vie, vous êtes en réanimation à l'hôpital. Donc le climat, c'est pareil. C'est un réglage fin, et l'océan aussi. Donc chaque degré, chaque demi-degré compte. Et donc chaque action qu'on va mener tout de suite va compter. Et pourquoi tout de suite? On dit se dépêcher. En fait, la moitié du CO2 qu'on relâche dans l'atmosphère aujourd'hui, il sera encore dans 100 ans. Donc il y a vraiment une inertie très forte. Il y a l'inertie de l'océan, mais il y a aussi l'inertie du cycle du carbone qui va l'absorber. Alors vous avez beaucoup travaillé sur El Niño, qui joue un rôle essentiel justement dans le réchauffement des températures et la multiplication notamment des sécheresses, particulièrement ces dernières années. On entend beaucoup parler d'El Niño, même quand on n'est pas spécialiste. Pourquoi c'est si important dans le rapport à l'action du changement climatique, El Niño? Quel rôle il joue? Quel rôle il va jouer, surtout dans les années qui viennent? Alors en fait, El Niño, c'est une bonne illustration de quelque chose qui peut se généraliser à beaucoup de phénomènes dans la planète. C'est que El Niño amène des extrêmes. Effectivement, El Niño, c'est un déplacement d'eau chaude de l'ouest vers le centre-est du Pacifique, ce qui fait qu'au lieu qu'il pleuve autour de l'Indonésie, il se met à pleuvoir au Chili, au Pérou. Et puis, par contre, il y a des endroits qui deviennent désertiques, en Afrique, par exemple, où il peut y avoir des urgences alimentaires. Et en fait, ce que fait le changement climatique, c'est de peu à peu relever le seuil de vulnérabilité des populations, mais aussi des écosystèmes. Si on parlait des coraux à l'instant, dans l'est du Pacifique, quand il y a un événement El Niño, la température monte de quelques degrés, il y a un blanchiment du corail, mais qui a le temps, El Niño, ça arrive tous les 3 à 7 ans, qui a le temps de récupérer entre 2 événements El Niño, El Niño, ça arrive depuis des millions d'années. Si le niveau moyen de température augmente, le temps de récupération est de plus en plus court. Et donc on voit des zones du Pacifique aujourd'hui où le corail n'a pas le temps de récupérer entre 2 événements El Niño. Donc c'est l'impact des extrêmes qu'il y a toujours eu en fait dans la population, d'un ouragan, d'une sécheresse, du fait de relever ce seuil va avoir de plus en plus d'impact sur les populations, les écosystèmes. Alors Nathalie Morata, donc le changement climatique, vous avez aussi sur l'océan, vous avez aussi travaillé pendant des années dans les régions arctiques. Je le disais tout à l'heure, vous avez mené une trentaine même de missions sur place pour observer les effets du changement climatique dans les régions arctiques. Qu'est-ce qu'il y a de si important dans cette région-là? Pourquoi comprendre ce qui se passe dans cette région-là est important pour comprendre ce qui pourrait se passer? Tout à l'heure, on parlait de l'Europe du Nord, chez nous. Alors c'est vrai que quand on parle de changement climatique, souvent on regarde la moyenne. On parle d'une moyenne de 1 degré, on parle d'une moyenne de 2 degrés. Mais ça, c'est une moyenne qui est vraiment globale.
qui concerne tout. Mais il y a des endroits où ça se réchauffe un peu moins, et il y a des endroits où ça se réchauffe beaucoup plus. L'Arctique est un endroit où en fait le réchauffement climatique est particulièrement exacerbé. Quand ça augmente d'1 degré sur toute la planète, ça augmente du double en Arctique. Donc tous les effets des changements climatiques sont exacerbés en Arctique. Donc on pourrait croire que l'Arctique, c'est loin de nos préoccupations, c'est loin de nous, mais l'impact étant plus fort, on en a forcément des conséquences. La première conséquence à laquelle on pense, la fonte des glaciers augmente le niveau de la mer. Ça, c'est une répercussion qui est directe sur notre mode de vie. Il y a également des changements profonds dans la biodiversité, des espèces. Donc on a pu voir tout à l'heure, c'était super, c'est ce reportage visuel sur la remontée des coraux dans certains endroits. En Arctique, il y a des espèces qui arrivent du sud et qui remontent vers le nord, qui n'y avait rien à faire là-dedans, et qui changent tout le fonctionnement des écosystèmes. Ça change les écosystèmes de manière générale, ça a des implications pour les populations locales, mais ça a aussi des implications pour les pêches et tout ce qui nous concerne, nous, pour nos besoins en poissons, en pêche. Et puis en plus, il y a le fait que cette glace disparaisse en Arctique. On appelle ça la nouvelle conquête de l'Eldorado. C'est un peu tout le monde part à la conquête et essayer de se placer pour pouvoir aller exploiter ces nouvelles richesses. Oui, Canada, Russie, États-Unis, il y a une nouvelle bataille, une nouvelle scène géopolitique effectivement, pour les ressources en Arctique. Aujourd'hui, vous menez un travail donc, de médiation scientifique, je le disais tout à l'heure, auprès d'enfants, auprès du corps enseignant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste ? Je crois que notamment ça prend la forme aussi d'expériences de simulation sur la hausse du niveau de l'océan. Oui, on a fait ça ce matin avec certains enfants qui sont dans la salle. Après avoir fait cette recherche pendant une quinzaine d'années, j'avais envie de travailler plus sur quelque chose qui permet d'avoir des implications sur l'éducation. Et donc, la médiation scientifique, c'est faire l'interface entre le monde des scientifiques et le monde de l'éducation pour pouvoir transmettre les informations scientifiques de manière compréhensible pour les enfants, pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe, tous ces phénomènes scientifiques compliqués. On essaie d'établir, donc avec l'Office for Climate Education dans lequel je travaille, on essaie de transcrire des informations scientifiques en expériences ludiques pour les enfants pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Donc ce matin, par exemple, dans la tribune junior, on a fait une simulation de ce qui se passerait lorsqu'il y a un réchauffement, comment ça affecte les glaciers, comment ça affecte la banquise. Et donc, par exemple, ils ont pu comprendre et ils ont fait une super restitution et ils ont bien compris le message que lorsque la banquise fond, la banquise c'est de l'eau salée qui a congelé, ça ne change pas le niveau des mers, mais par contre, quand les glaciers fondent, ça augmente et donc le niveau a augmenté dans les aquariums. Donc on essaie de faire ça de manière ludique, mais ça reste, je pense que... Avec des aquariums, avec du matériel... Voilà, on a pris des petits aquariums qui simulent un peu un océan et on a utilisé des glaçons. Une question pour vous deux, parce que je crois qu'Éric aussi, vous collaborez avec l'OCE, l'Office for Climate Education. Il y a Bruno David, le président du muséum, évoqué dans son mot d'introduction le prochain document, la prochaine publication du GIEC, qui va être rendu public en septembre prochain, normalement, septembre 2019, et qui va porter sur les incidences des changements climatiques sur les océans et la cryosphère. Qu'est-ce que vous attendez de ce rapport ? Qu'est-ce qu'il va apporter comme nouvelle, et je crois que vous travaillez aussi donc, sur une version plus audible, justement, à destination du corps enseignant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce rapport du GIEC ? Effectivement, donc les rapports du GIEC, il y a les rapports principaux qui sortent tous les 7 ans à peu près. Il y a des rapports spéciaux, et là, c'est un rapport spécial océan-cryosphère. Donc ça permet de faire un point de l'état des connaissances spécifiques à l'océan. Il y avait toujours, on parlait bien sûr, l'océan étant un élément essentiel du climat, il était présent dans les précédents rapports, mais là, ça permet, et de façon très transverse, de voir, l'océan, certes, physiquement, il change, mais aussi les impacts au niveau de population, certaines solutions. Donc, de brasser les experts, de mélanger, de faire de la co-construction sur toutes les dimensions de l'océan, pas uniquement de climat, c'est vraiment de mélanger ça. Donc ça, on en attend, je pense, beaucoup de pistes, déjà de connaissances,
d'évaluer ces vulnérabilités dont on parlait, de mieux les connaître, de mieux les rendre disponibles pour les décideurs. Alors évidemment, ces rapports, ils sont faits pour les décideurs. Hein, c'est l'ONU qui commande ces rapports. Et avec l'OCE, on va en faire une traduction pour les enseignants. Et là, Nathalie pourra compléter. Alors, quelle forme ça prend ? Alors, en concret, on est en train de travailler, donc on travaille avec les experts du GIEC, avec d'autres scientifiques également, pour établir des plans de cours que les enseignants de primaire et de secondaire pourront utiliser. Donc c'est une série de plusieurs heures qu'ils pourront faire en classe et qui utilisent les informations cruciales qui viennent des scientifiques, qui doivent être transmises aux enfants. Donc on établit un plan de cours avec un résumé qui permet à l'enseignant de comprendre ce qu'il va devoir enseigner et des démarches étape par étape pour faire des expériences avec les enfants pour qu'ils puissent apprendre de manière active. Est-ce que c'est nouveau ou est-ce que c'était déjà mis en place sur des précédents rapports du GIEC ce type de traduction à destination du corps enseignant ? L'OCE existe depuis 1 an, donc c'est nouveau. Lorsqu'il y a eu le rapport 1.5 qui est sorti à l'automne, donc l'OCE a coordonné un résumé, parce que donc lorsque le rapport est sorti... Le dernier grand rapport du GIEC. Voilà. Lorsque le rapport est sorti, il y a un résumé, donc c'est un énorme document, mais il y a un résumé qui est sorti pour les décideurs politiques. En fait, l'OCE a coordonné l'équivalent pour les enseignants, donc pour pouvoir permettre aux enseignants de comprendre ce rapport. Et donc, le prochain rapport Océan et Cryosphère qui sort en septembre, ce sera le même travail qui sera fait. Il y aura un résumé, mais il y aura également en plus des cours, des vidéos, des animations. Il y a tout un support de ressources qui accompagnera la sortie de ce rapport pour pouvoir permettre des actions éducatives sur ces thématiques. Oui. Si je peux rajouter juste un point c'est vrai que s'adresser à des enfants, c'est jamais facile. Moi, c'est ce que j'ai appris en travaillant avec des professionnels, des éducateurs, des enseignants. Et transmettre des savoirs, c'est certes une chose. Ce que fait, en fait, on travaille, c'est la main à la pâte est à l'origine, avec les scientifiques du climat de l'Office for Climate Education. Donc l'idée, c'est vraiment de rendre les enfants acteurs. Ça, d'abord, ça permet d'apprendre la démarche scientifique, l'esprit critique, qui est si important dans la société, mais aussi de ne pas être juste en mode angoissant, il y a un réchauffement climatique qui arrive, et nous, enfants, on ne sait pas quoi en faire. Donc de les rendre acteurs, et ça, c'est vraiment essentiel c'est aussi une des missions qu'on s'est fixées dans l'OCE. Hein. C'est pas juste de remplir des cerveaux, c'est les rendre acteurs d'eux-mêmes, de leur futur. Ça, c'est vraiment important. Alors, il y a un autre sujet qui est important pour l'océan, on va l'aborder, c'est celui du plastique. Je vais poser une première question à Diane Baumenet-Johannet, donc de Surfrider. On avait interviewé avec Uzbek Erika il y a quelques mois le navigateur Patrick Dexon qui nous confiait dans une interview que même si vous posez un plastique au sommet de l'Himalaya, il finira dans l'océan. Vous-même, je crois, dans une interview que vous avez accordée récemment, vous disiez que jeter par terre, c'est équivaut à jeter en mer. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Pourquoi et comment l'océan devient-il le réceptacle final de nos déchets plastiques ? Alors effectivement, on dit souvent jeter par terre, c'est jeter en mer, puisque le fait de jeter par terre, par le fait de la pluie, du vent, les déchets vont ruisseler jusque dans les cours d'eau et des cours d'eau jusque dans l'océan. Tout simplement, toute la pollution qu'on a à terre en fait va, in fine, par le cycle de l'eau, se retrouver dans l'océan. Donc c'est pas juste une formule, c'est vraiment... c'est une réalité. Et parlons un peu de Surfrider. Je crois que vous collectez plus de 80 000 bouteilles en plastique chaque année. Mais vous dites que les opérations de ramassage sont certes importantes, notamment pour sensibiliser, mais que ça ne suffit pas, qu'il faut couper le robinet à la source. Là aussi, je vous cite, ça veut dire quoi, couper le robinet à la source ? Ça veut dire remettre en question tous nos modes de consommation et de production pour réellement en fait, ne plus produire de déchets. C'est-à-dire repenser... toutes les collectes de déchets que l'on organise, qui s'appellent les initiatives océanes, servent à sensibiliser le public sur cette pollution-là, puisque quand on va sur la plage et qu'on collecte les déchets, on se rend compte en fait de la quantité et de la qualité des déchets qu'on retrouve, qui sont principalement liés à notre consommation, en fait, puisqu'il y a des emballages alimentaires, des sacs plastiques, des bouteilles plastiques, des cotons-tiges. Donc il y a un moyen de sensibilisation, un moyen pour nous de collecter des données sur ces déchets, de se dire qu'est-ce qu'on retrouve et pourquoi, de remonter à la source et au final de se dire mais est-ce qu'on a vraiment besoin de consommer un sac plastique à chaque fois qu'on va faire nos courses ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter une bouteille en plastique 3 fois par jour pour pouvoir boire ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives qui existent et qui vont réellement avoir un impact
sur l'environnement, c'est-à-dire affaiblir cet impact-là et donc ne plus produire de déchets en amont, c'est-à-dire éviter de produire des bouteilles en plastique et produire moins et mieux de façon plus durable. Donc ça oblige effectivement à mettre en place un cadre législatif qui va être plus favorable en fait, à ce changement de mode de consommation et de production qui va vers une réduction en fait, tout simplement de la production de plastique pour réduire l'impact global en fait, de cette production-là. Alors Lucas Verrouz, vous travaillez depuis la fin des années 90 sur la conception donc, de polymères biosourcés, par exemple à partir de molécules d'amidon. Je crois que vous avez aussi mené un travail à partir des carapaces de crustacés. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques exemples de ces biopolymères? On dit souvent bioplastique, mais je crois que vous préférez parler de biopolymères. Et à quels usages ils sont destinés exactement? Juste auparavant, je voulais un petit peu rebondir sur ce que vient de dire ma voisine. Je pense qu'en 20 ans, on est passé d'un comportement qui est le plastique est fantastique à actuellement peut-être un autre extrême, qui est quand même du plastic bashing. C'est-à-dire que c'est quand même une réalité. Actuellement, nous avons tous besoin donc, de matière plastique. Il va falloir très clairement donc, réduire la ressource, la mieux utiliser. Mais la tendance, et ce qu'on peut lire actuellement donc, dans les colonnes de certains journaux, qui est donc d'interdire la matière plastique, à mon avis, est très dangereux. Je veux dire, on va le remplacer par quoi? J'entends parler du papier. Dans le papier, vous avez des polymères, enfin, des matières plastiques, etc., etc. Le papier n'est pas obligatoirement un matériau super... parfaitement biosourcé. Exactement. Donc, attention, comme on dit chez nous, donc de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. Donc, ça, c'était ma première introduction. Alors, très clairement, on est alerté depuis très, très longtemps sur la problématique donc, d'une part de la ressource et d'autre part de la fin de vie des matériaux. On n'a pas attendu... la période actuelle, évidemment, lorsqu'on produit 200 millions de tonnes, 350 actuellement, ces matières plastiques vont bien se retrouver quelque part. Quoi. Je veux dire, les gens sont un petit peu schizophrènes, tout le monde était au courant que les matières plastiques, et ça fait très longtemps qu'elles ont des durées de vie, non pas de 20 ans, comme on a entendu dans le reportage, mais en centaines d'années. Encore plus longue, ouais, et à un moment, on sait très bien que le flux va faire qu'on va retrouver ça dans les océans. Enfin, je veux dire... Et pas juste sous la forme de continents flottants, mais aussi de microplastiques qui tombent dans les fonds marins. On estime à peu près 1 million de tonnes les teneurs en microplastiques actuellement dans les océans. Et on sous-estime sûrement cette valeur-là, puisqu'il y a beaucoup de nanoplastiques, donc de matériaux nanométriques. Donc la recherche a pris en charge ceci il y a très longtemps, bien avant le fait que les matériaux bio étaient... Donc, vous voyez une accélération quand même du côté de la demande des industriels et des moyens qui sont mis dans la recherche. Alors, nous, je commence à travailler dans ce domaine-là en 1996. Depuis 2004, il y a eu une accélération qui est incroyable, je veux dire, dans ce domaine-là. D'un coup, d'ailleurs, la plupart de mes collègues des laboratoires polymères se sont mis à travailler sur ces problématiques-là, et notamment, par exemple, sur ce qu'on appellera un bioplastique qui est très très connu, qui est l'acide polylactique, qui est obtenu à partir d'acide lactique, lui-même obtenu par fermentation. Vous faites ça chez vous, lorsqu'on fait de la choucroute, on fait de l'acide lactique, lorsqu'on fait du yaourt, on fait de l'acide lactique. Donc très très tôt, je veux dire, on a pris cette thématique en charge. Et ceci aussi, en même temps, on a vu l'évolution, je veux dire, des consommations de pétrole. Il va falloir au moment aussi penser à substituer donc, le pétrole, on parle de peak oil, etc., vers ce qu'on appellera de la biomasse, c'est-à-dire donc des matériaux qui est généré par des organismes vivants, hein, que ce soit des champignons, des bactéries, des plantes, des animaux. Donc ça, c'est pour le début de vie de matériaux. Et puis on prend en charge aussi la fin de vie de matériaux, donc sur des aspects donc, de biodégradation. Donc là, la biodégradation, c'est la dégradation dans laquelle le mécanisme principal est enzymatique, hein, par opposition à la dégradation avec l'UV, l'ozone, etc. Donc, on prend en charge à la fois le début de vie des matériaux et la fin de vie des matériaux. Est-ce que vous pouvez prendre un exemple ou deux qu'on comprenne? Très tôt, moi, j'ai commencé ma carrière à l'époque donc, en travaillant donc, sur de l'amidon, et comment à partir d'amidon, on va faire donc, des matériaux qui seront à très courte durée de vie, hein, pour remplacer par exemple le polystyrène expansé. Donc le polystyrène, donc un matériau de très faible densité qu'on retrouve très souvent dans les océans. Donc on peut le remplacer par ce qu'on appellera des polysaccharides. Ensuite est venu donc
avant les années 2000, donc les développements des polyesters, tels que le PLA. Actuellement, le PLA est un matériau qui est très fortement développé. Vous prenez le TGV, puis les verres qu'on va vous servir sont en base de PLA. C'est un matériau biodégradable. Assez peu de gens le savent. Et il y a de plus en plus, donc actuellement, donc, de matériaux qui sont issus de la biomasse. Et les industriels, bien évidemment, ont senti aussi cette évolution-là. Il y a aussi, je dirais, au sein dans chaque entreprise, il y a des gens qui ont aussi envie d'avancer vers un monde beaucoup plus respectueux de l'environnement. Et donc, il y a de plus en plus donc, de plastiques qui sont biosourcés. Alors, juste pour vous donner un chiffre, donc, vous parliez de 350 millions de tonnes donc, de production de matière plastique. Actuellement, dans ce qu'on appellera les bioplastiques, alors bioplastiques, c'est matériaux biosourcés, biodégradables. Au sens large. C'est 2 millions de tonnes. Donc on est à peu près à 1% actuellement des matériaux, donc de matériaux de ce type-là, qui sont tout à fait adaptés pour de la courte durée de vie. C'est-à-dire donc les emballages, c'est-à-dire ce que vous allez acheter au supermarché et vous avez jeté très très rapidement derrière. Alors, oui. Une question peut-être pour Diane et pour vous. Il y a eu pas mal de directives européennes, de lois passées pour obtenir l'interdiction des sacs dans les grands magasins, enfin des sacs plastiques non biosourcés. Il y a eu plus récemment la directive qui interdit les petits objets plastiques type couverts à usage unique, type couverts, touillettes. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Beaucoup de gens ont accueilli, notamment du côté des ONG, cette nouvelle en disant c'est bien, mais c'est un peu dérisoire par rapport à l'enjeu. Qu'est-ce qu'il faudrait pour accélérer le rapport de grandeur que vous donnez entre déchets plastiques et production de bioplastique et production plastique est assez spectaculaire. Qu'est-ce qu'il faudrait pour accélérer plus rapidement, plus fortement, réduire cette masse de déchets plastiques ? Est-ce s'il y avait une loi à faire, une mesure politique à prendre ? Moi, je suis d'accord avec l'approche qu'elle a développée. Ça passe avant tout par l'éducation, ça passe avant tout par la sensibilisation. Je veux dire, quand même, les gens, ils ont un comportement schizophrène. D'un côté, ils blâment les matières plastiques, et d'autre part, ils ont une utilisation des matières plastiques qui est absolument lamentable. Je veux dire, j'ai encore vu un mégot de cigarette jeté au sol juste avant de venir ici. Enfin, voilà, les gens savent très bien que le mégot de cigarette, il va pas se dégrader par une opération. Donc, Alors, Diane Baumnet-Joannet, il n'y a pas que les gens et la responsabilité individuelle ? Exactement. Je pense que c'est une responsabilité collective. On consomme tous du plastique, mais parce qu'on nous propose aussi que du plastique. Donc l'idée, c'est d'un côté de renforcer tout ce qui va être information des citoyens, sensibilisation, éducation, évidemment, aux bons gestes, mais également apporter les solutions pour justement ne plus réduire nos déchets à la source. Donc ça veut dire promouvoir les alternatives. Et pour justement promouvoir des alternatives qui vont avoir moins d'impact sur l'environnement, il faut aussi contraindre les industriels à changer leur mode de production et à changer les produits qu'on nous propose, aller vers plus d'éco-conception, plus d'économie circulaire. Comme je disais tout à l'heure, produire moins parce qu'il y a quand même un épuisement des ressources, donc il faut moins produire, mieux produire de façon plus durable et in fine mieux traiter aussi la fin de vie de nos déchets. Et donc il y a vraiment plusieurs leviers à activer, que ce soit nos actions individuelles et une responsabilité collective, et j'irai même au-delà de ça au niveau international, parce qu'on sait que tout ce qui arrive dans l'océan en fait va impacter l'océan d'un bout à l'autre. Donc voilà, le mégot qu'on peut jeter aujourd'hui en France peut aller impacter la côte africaine. Il y a vraiment un effet de diffusion dans l'océan, donc on est tous responsables. Et donc au-delà de la directive européenne, qui est quand même une belle avancée, parce que la thématique a mis du temps à arriver au niveau des politiques, parce que justement ça remet en cause notre modèle économique, il faut aussi avoir un accord international. Et c'est en discussion en ce moment au niveau des Nations Unies, justement, de se dire est-ce qu'on ne devrait pas, comme le changement climatique qui a eu l'accord de Paris, avoir un traité international sur la pollution plastique qui reprend cette responsabilité collective et qui partage les bonnes pratiques et qui vraiment amène des solutions au niveau global. Oui, un dernier complément, et puis après on va laisser la parole à la salle. Donc, de toute façon, les pistes existent déjà. Il existe des filières donc, de recyclage, il faut encore qu'elles soient utilisées. Il y a des pistes aussi autour, évidemment, de l'impact environnemental au travers des cotaxes. Il suffit de les mettre en place. Pas besoin de bouleverser donc, l'horizon actuel. Mais il faut que les choses avancent et beaucoup plus rapidement que ce qui est le cas actuellement, c'est clair. Alors,
On va laisser la parole à la salle. J'imagine qu'il y a des questions pour nos 4 invités. Peut-être que déjà, je voudrais les remercier d'avoir apporté ces éclairages très pédagogiques. C'est l'objet aussi de cette journée. Je crois qu'il y a une question qui a été préparée ce matin spécifiquement par les enfants qui ont participé à la tribune junior, donc en compagnie, entre autres, de Nathalie Morata. Moi, je m'appelle Elias. Et si personne ne fait rien pour le plastique, à long terme, enfin 100 ans à peu près, quel serait l'état des océans au niveau du plastique? Et voilà. Si on ne fait rien, c'était ça la question. Si on fait rien. Je n'ai pas compris. Enfin, avec la production de plastique... Ouais. Au rythme actuel, Voilà, le rythme actuel de production de plastique, qu'est-ce qui se passerait dans 100 ans? C'est pas possible, parce qu'en fait, depuis 1950, si on regarde donc la courbe de production de matières plastiques, elle n'arrête pas d'augmenter. En plus, ces derniers temps, elle s'est plutôt accélérée. Donc là, je crois on est obligé de faire quelque chose. Le problème, c'est que on peut faire des choses au niveau de l'Europe, mais comme vous disiez, c'est global. L'Asie est actuellement une région très importante de production et aussi de pollution. Donc il faut qu'il y ait quand même un consensus qui soit global au niveau de la planète dans ce sens-là. Mais on ne peut pas... là, c'est plus possible. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour nos invités? Je vois un bras qui se lève là-haut. Je n'ai pas Dieu derrière la tête, donc si jamais il y a des bras qui se lèvent, n'hésitez pas. Bonjour, mon nom est Alix, j'ai 23 ans et je suis étudiante en agriculture et développement durable des pays tropicaux et je m'intéresse justement à m'orienter vers la biologie marine pour justement en faire mon métier et devenir par la suite ingénieur ternaire pour le nettoyage de l'environnement marin. Ma question est qui n'a pas été évoquée. J'ai remarqué que ce qui n'avait pas été évoqué, peut-être je suis arrivée trop tard, mais c'était de discuter de la problématique des îles poubelles qui sont à l'heure actuelle, qui sont présentes partout en France. On sait que, comme vous avez dit plus tôt, qu'il y avait 350 millions de tonnes de déchets plastiques qui est produits par an et dont 8 millions qui finissent dans l'océan. Pas plus tard que hier, j'ai une de mes amies érudites qui m'a confié qu'il y avait autant de densité de microplastiques dans l'océan que de phytoplancton et que la France aussi est le premier producteur de déchets plastiques en Méditerranée. Et qu'est-ce qui... Moi, ma question, c'est comment réagir par rapport à cela, ne serait-ce dans l'éducation. On sait que c'est la conscience collective qui doit agir et de manière individuelle, mais que font les politiques à l'heure actuelle, alors qu'on devrait favoriser peut-être beaucoup plus d'emplois dans les nettoyages intensifs que dans la production active. Diane Baumenet, Johannet, peut-être sur l'échelon politique. Je pense qu'il y a deux mesures. Il y a une part, tout ce qui va être nettoyage, c'est plutôt une solution curative, mais il faut vraiment, et il y a des mesures qui sont en place actuellement, notamment au niveau national ou européen, pour améliorer tout ce qui va être gestion des déchets. Donc plus développer les flux, plus développer les poubelles de tri, et augmenter également les taux de recyclage. Donc ça veut dire développer aussi les technologies qui vont nous permettre de recycler de plus en plus de matériaux et de récupérer de la matière. Mais il y a aussi des actions préventives qui sont essentielles, c'est réduire à la source notre consommation et donc produire moins de déchets pour avoir moins de déchets à gérer et à traiter derrière. Parce que dans tous les cas, que ce soit l'impact de la production ou l'impact de la gestion des déchets, il y a un coût énorme en termes d'énergie ou de production de CO2. Donc le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc l'idée étant plutôt d'aller vers des solutions préventives que curatives. Eric, vous voulez réagir également, Eric Guilliardi? Oui, moi je voulais faire le parallèle avec le dioxyde de carbone et le changement climatique. Les scientifiques sont au courant depuis 30 ans qu'on a ce problème de réchauffement. L'accord de Paris a eu lieu il y a 3 ans. Il faut du temps. Et alors, pour la prise de conscience, qui est la première étape pour l'action, maintenant on peut accélérer les choses, on peut aller plus vite, mais il faut du temps. Et ça, voilà, on le voit bien pour le CO2. Ça y est, maintenant on n'est plus à la question est-ce que ça se passe ou pas. Et pour les plastiques, c'est un peu nouveau. On est là, est-ce que c'est un problème ou pas? Oui, c'est un problème. Maintenant, comme pour le changement climatique, les solutions, elles ne sont pas simples. Le CO2, on l'utilise partout, le plastique, on l'utilise partout. Et donc, c'est vraiment, je pense, de se mettre tous ensemble, à réfléchir aux solutions. Il n'y a pas un bouton magique. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
J'ai deux questions. Une qui concerne les substituts au plastique actuel, donc des substituts qui ne soient pas liés à l'énergie fossile. Donc, est-ce que ce sont des plantes? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des projets très, très concrets là-dessus? Et l'autre, c'est, on parlait du stock de pollution dans les océans, dans les fameux continents plastiques. Est-ce qu'il y a là encore un ou des projets pour essayer de récolter et traiter ce volume fantastique? Sur les projets, au niveau de l'Europe, déjà l'Europe, on la critique beaucoup, mais elle finance énormément de projets justement autour du développement donc des matières plastiques, notamment biosourcées. Au niveau mondial, c'est des domaines qui s'expriment à milliards d'euros de recherche actuellement. Justement, on va essayer de remplacer donc, certaines matières plastiques. Il y a des programmes qui sont énormes. Les grandes universités dans le monde développent sur ces axes-là. Alors, principalement, je vais répondre un petit peu à une question que vous aviez posée. On essaie de plus en plus donc, de développer donc, des biomasses qui ne sont pas donc, en compétition avec l'alimentaire actuellement. Très simplement, par exemple, dans le bois, vous avez de la cellulose et de la lignine. Voilà, ça c'est des ressources qui ne sont pas en compétition avec l'alimentaire, sur lesquelles on travaille énormément. Donc la lignine va nous permettre d'avoir des ressources aromatiques. La cellulose aussi est une ressource tout à fait intéressante. Voilà les grands axes de recherche actuellement. Donc il y a aussi un troisième axe qui se développe plus récemment au-delà de la cellulose, c'est tout ce qui va être microalgues. Donc l'utilisation, non pas des algues, des macroalgues, des microalgues, justement dans la production aussi donc, de produits chimiques. On est toujours donc, dans une approche de nouveaux matériaux et aussi donc, de non-compétition avec l'alimentaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Sur la deuxième question, peut-être que Diane et puis Eric, vous voulez réagir sur les projets donc, de ramassage du plastique en surface. Effectivement, il y a beaucoup de projets de bateaux qui vont collecter les déchets en surface. Donc c'est pareil, une solution qui est curative une fois de plus, parce que en fait, les déchets qui flottent, ça représente que 1% de la pollution plastique, la majorité coule. Donc vraiment, l'idée, c'est aussi d'agir vraiment en amont sur les fleuves, sur les flux de déchets, pour éviter qu'ils arrivent en fait, dans l'environnement. Et qui, du coup, s'y dégradent et restent pendant des centaines d'années. C'est vrai que c'est très spectaculaire, ce continent de déchets, donc 3 fois la taille de la France, le fameux Great Garbage Patch. Il y en a d'autres, en fait, des immenses îlots comme ça de déchets, mais peut-être que l'œil médiatique aussi est très attiré par ça et peut-être moins par d'autres périls. Diane. Oui, mais en fait, les continents de déchets, on a une fausse image de se dire que c'est en fait une accumulation de déchets, de macro-déchets, de gros déchets, sur laquelle on peut marcher, mais en réalité, c'est une accumulation à la fois en surface et dans la colonne d'eau, et surtout de micro-particules de plastique, c'est-à-dire c'est un endroit où il y a plus de plastique au final que de plancton, et donc du coup, c'est pas forcément super visible. Toutes les images qu'on a, c'est beaucoup d'arrivées de déchets d'un coup en fait dans l'océan, qui va nous donner des images qui va nous permettre de communiquer là-dessus sur cette pollution-là. Mais c'est vrai qu'il y a une énorme partie de la pollution qu'on voit pas, qui est invisible, puisqu'elle est en micro-particules ou nanoparticules de plastique dont on parlait tout à l'heure, et qui est très très impactante. Oui, moi je voulais rajouter effectivement, vu l'immensité de l'océan, d'aller essayer de ramasser ça, ça me semble un petit peu illusoire. Et ça peut avoir, c'est un peu comme le CO2, le CO2 qu'on envoie dans l'atmosphère. On se dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller le rattraper ? Le problème, c'est que, alors on réfléchit à la technologie, mais étant donné les échelles de temps dont on parle, pour le changement climatique, il faut agir dans les 10-20 ans, sinon le coût va devenir vraiment exorbitant. Aujourd'hui, on n'a pas les technologies pour aller capter les CO2. De la même façon, on n'a pas les technologies pour aller ramasser des microbilles de plastique dans l'océan entier. Et puis à quel coût ? À quel coût ? Il y a l'autre problème aussi, c'est que si on se dit on peut ramasser, on se dit on peut continuer à en émettre. Donc il y a aussi et là c'est plus le citoyen qui parle. Voilà, il ne faut pas se dire j'ai jeté un papier dans la rue, il y a quelqu'un qui va venir le ramasser, donc je peux continuer à en jeter. C'est pas vrai. On va peut-être prendre une dernière question ou centraliser 2-3 questions s'il y en a encore. Oui, je m'appelle Alizée Marchand, j'ai 16 ans et je viens de Montpellier. Enfin, c'est plus une affirmation, mais c'est
plus pour vous, Nathalie Mourata. Vous dites que vous allez sensibiliser les jeunes, mais moi je suis en seconde et je sais que quand il y a des intervenants qui viennent pour une raison ou une autre, les gens, ma génération, elle est plus sensible à ce genre de choses-là. C'est plus leur petite personne et plutôt leur petite vie et la société de consommation que de se dire mon plastique que j'ai jeté ou que j'ai consommé aujourd'hui va finir dans l'océan. C'est bien de faire de venir en cours, de nous expliquer plein de choses, mais je ne sais pas comment il faudrait faire pour vraiment sensibiliser les gens. Il y a moi, je suis venue là, mais les autres, ils ne seraient jamais venus là en général. Je parle pour une généralité en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de la classe ? Pardon ? Qu'est-ce qu'on peut faire au-delà des classes ? Alors il y a deux choses. Vous avez 16 ans, donc déjà dans le cursus à partir de la rentrée, il va y avoir des cours qui vont être dédiés au changement climatique, donc à partir de la rentrée. Je pense que ça fera la différence d'en parler officiellement dans le cadre du cursus scolaire, au lieu que ça soit une intervention par-ci par-là. Nous, à l'OCE, alors c'est très bien de faire des cours au niveau du lycée parce que c'est plus technique, on peut aller dans des détails de l'effet de serre, de choses comme ça. Mais je pense que le problème, c'est l'ouverture d'esprit et ça se travaille beaucoup plus tôt. Donc c'est pour ça que nous, à l'OCE, on s'intéresse en particulier aux primaires et au collège et aux plus jeunes pour pouvoir développer cet état d'esprit beaucoup plus tôt. On essaie de créer des cours pour ça et on essaie aussi d'encourager les classes à avoir des projets concrets, de mettre en place des pédibus, de planter des arbres, de la végétalisation, pour qu'ils se sentent plus concernés. Et je pense vraiment qu'en commençant à faire ce genre d'action plus tôt, vous vous sentirez un jour plus concerné. J'ai cet espoir. Diane de Saint-Frère, qui voulait compléter. Juste pour compléter rapidement, en plus du rôle de l'éducation nationale, c'est vrai que les associations, c'est aussi leur rôle de sensibiliser, d'aller à la rencontre des jeunes et des moins jeunes, de tous les publics au final, pour sensibiliser sur cette problématique-là. C'est vrai qu'on est beaucoup plus sensible quand on est directement touché par un problème de pollution, quand on habite sur le littoral, quand on nage, quand on surfe, etc. Mais l'idée est justement d'amener les jeunes à aller faire par exemple des collectes de déchets et de se rendre compte par eux-mêmes en fait de la pollution. C'est-à-dire de les amener sur le terrain, de faire des activités avec eux, de les mobiliser et de en fait vivre par l'expérience en fait ce que c'est que cette pollution et donc en quoi ils peuvent se sentir concernés puisque les déchets qu'on retrouve en fait viennent de la consommation quotidienne. Donc il y a aussi plein d'activités en parallèle qui sont menées et c'est vrai que d'aller sur le terrain c'est toujours plus marquant. Éric Guilliardi, le mot de la fin. Oui, dire sur ce point-là où effectivement les programmes c'est bien et nous à la fois donc ONG, éducateurs, scientifiques, on va vers nos instances officielles depuis très longtemps. Mais ce qui a fait que récemment, il y a 2 jours, le ministre de l'Éducation a annoncé un plan très ambitieux de présence de l'écologie au sens large, changement climatique, biodiversité dans les écoles. Et ça pourquoi ? Parce que des milliers de jeunes se sont manifestés et ont été dans les rues ces dernières semaines. Donc moi, je voudrais vous encourager à continuer. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Mobilisation intellectuelle, mais pas que. Aussi sur le terrain. Ce sera le mot de la fin parce que malheureusement, l'heure tourne. Je voudrais qu'on applaudisse chaleureusement nos 4 invités. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements.